Fabien Paul, responsable fondateur d'Emmaüs à l'Ariège, avec le projet Univisuel, personnalité ariégeoise. Bonjour à tous, bienvenue donc dans un nouvel épisode de Personnalité ariégeoise. Aujourd'hui, on accueille un homme avec un parcours atypique. Fabien Paul, bonjour. Bonjour Léo. Donc tu as été séminariste, tu as connu l'abbé Pierre et aujourd'hui tu tends la main à ceux que la société a oubliés. Tu diriges Emmaüs en Ariège. C'est ça. Donc, comme tu le dis, j'ai eu la chance, à travers ma vie, de faire des rencontres, d'être guidé vers des choix qui n'auraient pas été nécessairement les miens si je m'étais laissé conduire par la route de tout le monde. Donc, c'est vrai que je suis issu d'une famille d'ouvriers qui voulaient que je fasse des études. Donc, ils voulaient que leur fils arrive à avoir une vie un petit peu meilleure que la leur. Donc, j'ai commencé par des études de commerce international. Ouais. Et puis après ça, en fait, je ne trouvais pas trop ma voie. Donc pendant 1 an ou 2 ans, j'ai un peu erré. Et jusqu'au jour où je me suis souvenu qu'à l'âge de 14 ans, je voulais devenir prêtre. Ouais. Alors je me suis dit, c'est peut-être le moment d'aller explorer cette voie. Donc un jeune prêtre de mon diocèse m'a dit, écoute, on peut t'aider, on peut t'accompagner. Donc j'ai frappé la porte du séminaire régional de Toulouse. Et avec une douzaine de jeunes d'à peu près mon âge, j'ai intégré la première année de premier cycle de séminaire, dont l'objectif est surtout d'approfondir sa foi. Ouais. Donc pendant ces 2 ans-là, j'ai essayé d'approfondir ma foi. Et puis on m'a conduit à faire du bénévolat, c'était la première fois de ma vie. Ouais. Et donc il y avait un groupe proche du Secours catholique qui aidait les personnes atteintes du sida. Et puis il a fallu décider ce que j'allais faire au moment de mon service militaire. C'était encore hollandais, l'époque. Oui, c'est ça, parce que tu as fait 2 ans séminariste. Oui. Et après ces 2 ans-là, donc, arrive le service militaire. Voilà, il fallait faire une coupure. Et la coupure, moi, tombait pile au moment du service militaire. J'avais tiré toutes les cartouches des études, donc il fallait y aller. Donc je m'étais rapproché d'un groupe qui aidait les gens à pouvoir faire le choix d'être objecteur. Il y avait un article de loi qu'il fallait citer, envoyé au ministère des Armées, en disant voilà, qu'on était contre le port des armes et qu'on voulait être objecteur de conscience. Voilà. Donc, objecteur, c'est-à-dire qu'on refuse de faire le service militaire, donc d'intégrer l'armée, quoi. Voilà, mais comme le nom l'indique, on objecte des raisons de conscience, donc la paix, la non-violence, etc. Mais du coup, j'ai pu facilement faire ces 20 mois dans une association au lieu des 10 mois à l'armée. Donc ça, c'était vraiment le principe. Au lieu de faire 10 mois à l'armée, on fait le double dans une association en tant que service civil. Voilà, non pas service civique, mais service civil. D'accord. Et donc je pensais naturellement faire ces 20 mois au sein du groupe du Secours catholique et continuer à aider les personnes atteintes du sida. Et puis un jour, pendant mon temps de prière, parce qu'au séminaire, on nous apprenait à commencer nos journées à travers un temps de silence devant l'évangile, un temps d'oraison, comme on appelle ça, d'oraison silencieuse. Et un jour, en sortant de ce temps d'oraison, j'ai entendu une voix, un peu comme Jeanne d'Arc, une voix silencieuse qui me disait Emmaüs. Alors que je ne connaissais absolument rien du mouvement Emmaüs à l'époque. Bon, bien sûr, j'avais déjà vu la trogne de l'abbé à la télé. Tu connaissais quand même l'Emmaüs. La tête de l'abbé, c'est tout. Ouais. La tête de l'abbé. Mais quand tu dis que tu as entendu une voix, tu entends une voix comme je te parle là? Alors, une voix intérieure. Ouais. Une voix intérieure. Une voix intérieure, une sorte de révélation. Emmaüs, voilà, tout simplement. Va à Emmaüs. Voilà. Alors que je connaissais le Secours catholique, mais je n'avais jamais rencontré de compagnon d'Emmaüs, ni de responsable d'Emmaüs. Je n'avais jamais eu de lien particulier. Alors quand on entend ça, on est un petit peu couillon. Et du coup, j'en ai parlé à mon accompagnateur spirituel. Et il me dit, si cette voix te donne de la joie, il faut la suivre. Ouais. Souvent, la joie, c'est un petit peu le signe qu'on est dans le bon sens des voies du Seigneur. Voilà. Bon chemin, quoi. Ouais. La joie, c'est différent du plaisir. La joie, c'est quelque chose qui te prend le corps, un petit peu, qui te sublime. Ouais. Voilà. Donc, du coup, j'ai suivi cette voie. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'annuaire. À l'époque, c'était pas Internet. Ouais. C'était l'annuaire. J'ai regardé. Paf, Emmaüs, il y en avait un à côté de Toulouse, à Pinsaguel. Donc, j'ai téléphoné. Et puis, je suis tombé sur le responsable. Il me dit, ouais, on prend les objets comme toi, les objecteurs. Voilà. Et donc, tu as commencé ton service civil ici. Voilà, à Pinsaguel, exactement. À Pinsaguel. Aujourd'hui, tu crois toujours en Dieu? Tu es toujours croyant, pratiquant? Encore plus, on va dire, encore différemment. Je devais rester 20 mois, et du coup j'ai pris perpète parce que j'y suis resté. Donc maintenant ça fait 30 ans, ça fera 30 ans l'an prochain que je suis à Emmaüs. Le fait d'avoir vécu le séminaire avant d'être rentré à Emmaüs m'a donné
la force d'affronter les moments difficiles. Voilà. Puisqu'on ne va pas se voiler la face, c'est pas toujours simple Emmaüs, il y a des moments où on vit des choses dures, des rencontres difficiles, des temps d'agressivité, de drame, où tout ne se passe pas comme on voudrait. Le fait de commencer ma journée par un temps toujours de prière, hein, ben, du coup ça me soutient profondément. Ouais, c'est ton soutien au quotidien, quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que tu... Ouais, chacun a son énergie, certains le trouvent dans le yoga, dans le sport, mais moi j'ai la chance d'avoir rencontré ça, c'est plus facile finalement que le sport. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Emmaüs, qu'est-ce que c'est? Alors Emmaüs, c'est d'abord une rencontre. L'abbé Pierre n'a jamais voulu créer Emmaüs. Il a toujours dit Emmaüs, ce n'est pas ce que j'ai voulu, c'est ce qui m'est arrivé. Alors permettez-moi de le citer malgré tout ce qui peut se passer aujourd'hui, mais moi c'est comme ça que c'est un petit peu lui qui m'a inspiré jusqu'aux dernières années. De toute façon, on est là pour raconter l'histoire d'Emmaüs. Il fait partie de l'histoire. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc c'est lui qui a créé Emmaüs. Donc il faut bien partir de ça pour comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'Emmaüs. Et oui, et puis c'est lui qui a guidé bon nombre de mes collègues. Hein. Alors c'est vrai qu'il parle toujours d'Emmaüs comme d'une rencontre. C'était le fait de ne pas se dérober devant des sollicitations. La première fois qu'il a dû faire un choix, c'est quand un jour il y a un juif qui était pourchassé, qui frappe son presbytère en région lyonnaise, qui lui dit voilà, je suis en danger, aidez-moi. Donc il aurait très bien pu, comme beaucoup à l'époque, fermer sa porte et dire débrouille-toi, voire même le dénoncer, puis non. Il a ouvert la porte, il l'a accueilli et il a aidé à passer un Suisse. Ça, c'était peut-être la première fois. De là, de fil en aiguille, ça l'a conduit petit à petit aussi à entrer en résistance. Et puis après, à la Libération, ça l'a conduit aussi à avoir cette disponibilité à l'autre, le fait de ne pas vivre tranquillement dans son chez-soi, mais d'accepter de se laisser impacter, percuter par l'autre plus malheureux que soi. D'accord, donc en fait il accueillait des personnes en situation compliquée, il les accueillait chez lui, c'est comme ça que ça a commencé? Alors oui, le premier des compagnons d'Emmaüs, qui s'appelait Georges, c'était un ancien, il avait été libéré du bagne de Cayenne, après avoir été inculpé pour avoir tué son père. Et donc ce Georges, qui a été libéré du bagne de Cayenne, revenu sur la région parisienne, il croyait pouvoir retrouver sa femme et refaire sa vie avec elle, bien elle avait refait sa vie, et du coup, lui, de désespoir, a tenté de se suicider. Voilà. Et c'était tout près de la maison où habitait l'abbé Pierre. Donc on appelle l'abbé Pierre à son chevet, et l'abbé Pierre lui dit écoute Georges, moi j'ai rien à te donner. Par contre, toi qui es disponible, puisque finalement tu as voulu attenter à ta vie, ça veut dire que finalement tu es libre, mais moi j'aurais besoin de toi pour m'aider à accueillir les autres. Et Georges, à ce moment-là, et même bien des années plus tard, a dit l'abbé Pierre aurait pu me donner de l'argent, une voiture, un boulot, etc. Ça ne m'aurait pas empêché d'essayer de me refuser. Et par contre, il m'a donné du sens à ma vie. Il a montré que quelqu'un pouvait avoir besoin de moi. Voilà. Oui, il lui a donné un but, un objectif. C'est ça. C'est ça, alors qu'il n'en avait plus. Tout à fait. Une dignité. Sa femme lui-même avait dit que t'es un pauvre type, t'as fait la prison, j'ai pas besoin de toi. Hein. Donc, du coup, il était réduit à ça. Ouais. Et l'abbé Pierre, à travers son regard, l'a relevé. Ouais. Il a dit non, t'es pas réduit à ça, t'es pas réduit au geste que tu avais fait, au crime, t'es capable aujourd'hui, dans la deuxième partie de ta vie, de faire mieux que ça et de sauver d'autres personnes. Parce que il était député, donc le matin il partait tôt. Ah, il était député, oui, donc il avait déjà un salaire pour pouvoir... Voilà, oui, grâce à ses liens avec le général de Gaulle, et en tant qu'ancien résistant, il avait pu participer et être élu dans la première assemblée constituante, après la guerre. Et donc le matin, il partait prendre le métro pour aller au Parlement. Et un matin, il avait trouvé une femme avec sa fille sur un banc du métro. Voilà. Elle attendait. Voilà. Et le soir, quand il rentre de son boulot, il la retrouve sur le même banc. Et donc il va vers elle, il lui dit écoutez madame, permettez-moi de vous déranger, ce matin je vous ai vu là, ce soir je vous vois là, est-ce que vous avez un problème particulier ? Elle lui dit, mais excusez-moi, mais la chambre qu'on me prête la nuit, la journée, est occupée par les prostituées. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle a passé la journée à attendre dans le métro. Alors du coup, l'abbé Pierre, mais il a fait ni une ni deux, donc il a dit, écoutez, venez à la communauté et vous serez à l'abri. Voilà. Et puis de fil en aiguille, entre les personnes qui étaient exclues, des anciens militaires qui étaient les marginaux, ou les anciens prisonniers qui étaient les marginaux, qui venaient trouver refuge et une occupation chez lui,
Et puis avec les familles qui, par contre, qui étaient dans des situations d'hébergement terribles, puisque après la guerre, tout devait être reconstruit. Il y a des gens qui avaient un salaire, un métier, mais qui n'avaient pas de quoi se loger. Donc ces hommes, avec leur énergie, et ces familles avaient leurs besoins. Hein, mais du coup, ça a créé finalement les premières communautés Emmaüs. Voilà. D'accord. Et puis donc ensuite, il n'a pas été réélu député. Du coup, il n'avait plus sa solde. Il ne pouvait plus faire bouillir la marmite parce qu'il avait déjà à nourrir, il fallait acheter les matériaux pour héberger les familles. Et puis un jour, du coup, il a été faire la manche à la sortie d'un bistrot hein, pour essayer de gagner un peu d'argent. Bon, il n'était pas très doué pour ça, mais il y a un de ses compagnons qui l'a vu faire. Et le lendemain matin, le compagnon, il a dit ça à tous les autres. Hein, et il a dit, écoutez l'abbé, tu nous empêches de faire la manche, et toi tu fais ça. Et l'abbé Pierre, il a dit, je suis obligé de vous avouer qu'aujourd'hui, j'ai plus d'argent, donc j'ai pas le choix. Et alors un compagnon lui a dit, écoute, on n'a qu'à refaire le métier que je faisais moi, j'étais bifin. C'est-à-dire que j'allais récupérer la ferraille, les vêtements, dans les métaux, dans les décharges de la ville de Paris. Voilà. D'accord. L'abbé a dit, tu penses que ça peut rapporter un peu d'argent? Mais oui, il a dit tout à fait. Donc ils ont commencé, une première équipe de compagnons a été faire les décharges. Voilà. Et après, quelques années plus tard, donc en 1954, on le voit d'ailleurs très bien dans le film avec Lambert Wilson, un jour il y a une baston entre les éboueurs de la ville de Paris et puis des compagnons, dont il y en a un qui est en train de prendre une fourchette à l'argent dans une poubelle. Et les éboueurs lui ont dit, mais non, la rue c'est à nous, par contre vous pouvez très bien aller faire les débarras dans les maisons. Hein. Et alors les compagnons à ce moment-là ont commencé à faire la Chine, c'est-à-dire aller faire les débarras dans les maisons. L'abbé Pierre a imprimé les premiers tracts. Et avec les voitures à bras, et puis une première camionnette qu'il avait, donc ils allaient faire les débarras. Et ça leur a apporté des revenus supplémentaires. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme concepts qui ont permis de rapporter de l'argent à cette époque-là? Alors, ce qui lui a le plus rapporté de l'argent, c'est l'insurrection de la Bonté, donc en février 1954, qui est l'année où il avait fait très très froid. Donc une femme meurt de froid, c'est à l'époque l'hiver, les gens pouvaient être exclus de leur logement. Et donc elle serrait la vie d'expulsion dans sa main. Donc ça a profondément choqué l'abbé. Un bébé était mort de froid aussi dans une des cités qu'il avait créées. Et donc l'abbé Pierre a été, puisque c'était quand même un bon communicant, il a été parlé à Radio Luxembourg. Et donc là, ça a été vraiment la médiatisation de son combat, quoi. De son combat. Il a pu mettre en lumière son combat. Une forte médiatisation parce que ça lui a rapporté plusieurs milliards de centimes à l'époque, qui lui ont permis à la fois d'être enfin écouté par les pouvoirs publics, puisqu'ils réclamaient depuis longtemps de construire des cités d'urgence. Voilà. Et puis surtout d'avoir une manne financière importante pour construire les premières cités. Voilà. D'accord. Pour pouvoir loger toutes ces personnes-là, parce qu'au final, il a dû recueillir beaucoup de personnes. Ah, mais là, c'était des milliers et des milliers de personnes. D'accord. Et donc, du coup, ils ont construit les premières cités HLM. Voilà, donc, il y a beaucoup d'argent, et du coup, ça l'a amené à d'autres ennuis, parce qu'il fallait ensuite gérer tout cet argent. Et il lui a été reproché, d'ailleurs, d'être très, très léger avec la gestion. Il y a tout qui était en place, tout était prêt, mais il fallait vraiment le structurer. Il y avait les besoins. Il y avait les ressources, mais il fallait le structurer. Ouais. Et donc pour le structurer, ils ont ouvert peut-être des magasins comme Alors ils ont créé des associations, hein, donc la première association l'Emmaüs Paris. Alors, après bien sûr il y a eu des communautés qui se sont répandues dans toute la France, parce que l'abbé Pierre était appelé pour faire des conférences dans tous les villes. Tout le monde voulait s'arracher l'abbé Pierre, tellement il était célèbre. Et après ensuite il y a eu le courant international, où l'abbé Pierre a été appelé aux États-Unis, en Inde, en Afrique, pour faire des conférences. Oui, il s'est fait connaître dans le monde entier. Au-delà de la France. Ouais. D'accord, et donc c'est comme ça qu'est né Emmaüs. Voilà, Emmaüs au niveau national et international. Ouais. Alors au niveau international, ça s'est structuré en 1969, suite à un drame, puisqu'effectivement il avait pris un bateau pour aller en Uruguay, et le bateau s'est échoué, et l'abbé Pierre a été mis dans le tas des cadavres. Alors, les gens pensaient qu'il était mort. Et puis le matin, il y a des gens qui ont dit « Ah, celui-là, il respire encore. Voilà. » D'accord. Et donc tout le monde a crié au miracle. Mais à ce moment-là, Emmaüs a eu peur, puisqu'ils se sont dit « Si l'abbé Pierre était mort, il n'y a que lui qui savait où est-ce qu'il avait implanté des groupes dans le monde. » Et c'est à ce moment-là que le mouvement a décidé de créer Emmaüs International, de façon à fédérer toutes ces structures et à créer un mouvement qui puisse survivre à l'abbé Pierre. Tu l'as connu, toi, l'abbé Pierre ? Oui, alors j'ai eu la chance de le rencontrer à l'époque, j'étais un jeune compagnon, puisque le responsable d'Emmaüs Toulouse m'avait permis d'assister à des séances d'inauguration de nouveaux groupes ou alors de commémoration d'anniversaire. Et effectivement, à ce moment-là,
toujours pareil, tout le monde était là pour se faire prendre une photo avec l'abbé Pierre. Oui. Tout le monde disait C'était le phénomène. c'est un gars extraordinaire. Et effectivement, quand on est un jeune, comme moi à l'époque, quand je voulais le voir, je voulais lui poser des tas de questions. Et quand je me suis retrouvé devant lui, je me suis retrouvé muet comme une carpe. Et moi, donc il m'a posé quelques questions, qu'est-ce que je faisais, tout ça. Ouais. Vous avez pu échanger? On a échangé un petit peu, ouais. Et après, je l'ai rencontré une fois à Paris sur un colloque autour des travaux d'intérêt généraux qui avaient été organisés à l'hôtel de ville. Voilà, je l'ai rencontré à plusieurs périodes, mais moi, je n'ai pas été aussi proche de lui qu'ont pu l'être les responsables de la génération d'avant. Voilà. Pour rappel, donc, l'abbé Pierre, après sa mort, plusieurs années après sa mort, est accusé d'agression sexuelle et voire même de viol sur de nombreuses victimes, des femmes. Est-ce qu'à l'époque, on était au courant de ces agissements-là? Du tout. Enfin, moi, je sais que j'étais profondément empreint de tout ce qu'avait fait l'abbé Pierre. Donc, j'ai lu à peu près tous les bouquins qui avaient pu être faits. Et même les responsables qui m'ont accueilli, n'étaient pas au courant de ça. Alors, c'est vrai que dans certains de ses livres, on avait pu découvrir, et il ne s'en cachait pas, que le célibat avait été difficile à vivre pour lui, que finalement, il prônait le mariage des prêtres. Mais de là, effectivement, à découvrir tous ces dérapages, là, personne n'était au courant. Même dans les bouquins les plus fouillés qui avaient été faits par une historienne notamment, il n'y avait rien qui transparaissait de ça. Quand c'est arrivé, effectivement, d'emblée, la majorité des communautés ont déboulonné et ont enlevé tous les portraits de l'abbé Pierre. Nous, à Pamiers, je pense qu'on est sur une position un petit peu plus partagée, où effectivement on ne nie pas et on reconnaît, puisque maintenant il y a tellement de témoignages que c'est impossible que ce soit faux, on reconnaît effectivement tout qu'il a dérapé, qu'il a merdé, ouais. Mais en même temps, on ne veut pas rejeter tout ce qu'il a pu faire de bien. C'était le premier à prôner l'accueil inconditionnel. Nous, on a accueilli les gens à la communauté, justement parce que lui nous demandait de le faire, qui avait commis des meurtres, qui avaient été des pédophiles, etc. Les oubliés de la société, quoi. Des oubliés de la société, des gens qui avaient fait de lourdes peines, parce qu'il nous demandait de les accueillir pour leur donner une deuxième chance. Et on ne peut pas aujourd'hui ne pas lui permettre, lui aussi, d'avoir cette deuxième chance, même si maintenant il est enterré. On ne peut pas le rejeter complètement. Donc on a quand même gardé un portrait de l'abbé Pierre. Certes, il a fait des choses terribles, mais c'est quand même notre fondateur. Mais c'est quand même lui qui a sauvé des milliers et des milliers de personnes. Et quand on en a parlé avec des compagnons d'Emmaüs qui viennent de tout pays et de tout bord, chez nous en Ariège, eux-mêmes disent oui, d'accord, il a fait des conneries. Nous aussi, on en a fait. C'est pas pour ça qu'on doit l'oublier, le rejeter complètement. Mais toi qui es croyant, pratiquant, comme l'abbé Pierre, au même titre, de ton point de vue, comment on peut faire autant de bien et en même temps autant de mal? Je ne sais pas du tout. Alors maintenant, certains écrits transparaissent où déjà dès son jeune âge, il aurait déjà eu des problèmes affectifs. C'était certainement quelque chose qui devait couver depuis un certain temps. Alors, est-ce qu'il aurait subi lui-même des violences? On ne sait pas. Est-ce que la surexposition médiatique aussi, dans laquelle il a été plongé, qui en faisait un peu comme une star. Aujourd'hui, on voit bien le nombre de stars qui tombent dans la cocaïne, etc., et qui partent en live. Je pense qu'il a peut-être vécu ça aussi. Est-ce qu'il n'aurait pas souffert de troubles psychiques, de la personnalité, qu'il aurait eu peut-être une double personnalité? On ne sait pas, mais en tout cas maintenant dans les témoignages qui ressortent, il y en a certains qui disent que même en public, il touchait les seins des femmes et qu'il les embrassait. Donc quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait n'aurait pas fait ça en public. Soit il s'en serait caché à travers sa personnalité. Donc s'il faisait ça en public, c'est que finalement il se maîtrisait pas. Ouais. Alors est-ce que ça devenait compulsif? Voilà. Donc en tout cas, il y a une commission d'experts qui a été nommée maintenant par Emmaüs France, d'experts d'historiens, de sociologues, de médecins, qui va travailler pendant 2 ans pour essayer de puiser dans les ressources historiques et dans les témoignages comment on en a pu arriver à ce déni de tout le mouvement, parce que finalement, le mouvement, jusqu'à l'an dernier, mettait l'abbé Pierre sur un piédestal. Oui, un piédestal. Donc le dernier film qui était sorti le mettait un piédestal. On a fêté en février dernier les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre, où le mouvement nous a dit, voilà, il faut faire venir des expositions, il faut promouvoir le film, etc. Donc comment est-ce que le mouvement, jusqu'au dernier moment, a pu être aussi aveuglé, alors que beaucoup savaient. Voilà. Donc ça, c'est quand même un sacré mystère. Donc certains devront rendre des comptes, sans doute, mais on n'est pas là aujourd'hui pour jeter la pierre. Il y a effectivement des parts d'ombre, des parts de lumière. Il faut respecter les victimes.
mais je crois qu'il faut quand même aussi respecter l'abbé par rapport à ce qu'il a fait. Voilà, peut-être que à l'époque, l'épiscopat, s'il le savait, aurait peut-être dû le réduire à l'état laïque pour qu'il ne puisse pas profiter de son aura pour continuer à sévir. Emmaüs aurait peut-être pu le licencier de ses responsabilités pour que peut-être qu'il serait peut-être devenu ensuite un père de famille, ou peut-être qu'il aurait dû revenir dans un monastère, mais il n'aurait pas pu profiter de son aura pour continuer à sévir, et finalement ça l'aurait protégé à la fois les victimes et puis lui-même. À la suite de ce tsunami, de ce qu'on a appris sur l'abbé Pierre, est-ce qu'il y a eu des répercussions directes sur Emmaüs, Emmaüs France, Emmaüs International? Bon, c'est vrai qu'on a eu, enfin, je pense que plus on est proche de Paris, plus on est impacté. Nous, en Ariège, on a eu quelques témoignages, quelques critiques aussi sur le fait qu'on laissait encore un portrait. Mais finalement, on a aussi eu beaucoup de soutien, hein, beaucoup de gens qui ont dit laissez-le en paix. Ça fait 10 ans qu'il est mort. C'est pas maintenant qu'il faut régler son compte et le salir. C'était à l'époque qu'il aurait fallu le faire. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être eu moins de donateurs. Je sais que la Fondation Abbé Pierre a perdu 30% de ses dons en fin d'année. C'est vrai que le nom de l'abbé a rapporté. Bon, c'est pour ça qu'il est d'autant plus hypocrite aujourd'hui de vouloir s'en débarrasser, parce que quand même il a permis au mouvement Emmaüs de se développer. Donc on ne peut pas jeter le bébé. Je pense qu'il y en a qui veulent faire justice par respect aux victimes, ce qui est aussi compréhensible. Mais bien sûr, c'est un sujet très clivant, hein. On n'est pas là pour aller à droite ou pour aller à gauche, hein. On pose simplement les bases ici pour expliquer donc, au plus grand nombre et informer sur cette histoire-là. Non, il faut vraiment rendre hommage aux victimes, leur permettre d'être écoutés, entendus et de trouver réparation, mais sans vouloir annihiler l'œuvre positive qui a été faite. Voilà. Pour revenir sur Emmaüs en Ariège, comment fonctionne la structure? Comment fonctionne Emmaüs en Ariège? Donc quand on m'a demandé de venir créer Emmaüs en Ariège, puisqu'il n'y en avait pas, donc c'était en 2000, il a fallu d'abord faire une réunion publique, donc sur Pamiers. Donc on a rassemblé des gens pour une conférence. On leur a parlé de l'histoire d'Emmaüs, de ce en quoi consistait l'implantation d'Emmaüs dans un territoire. Et donc il faut commencer par créer une association. Voilà. Donc il y a une dizaine de membres, ariégeois, habitants de Pamiers, qui ont accepté de créer le premier noyau d'Emmaüs. Et ce premier noyau avait pour objectif et pour mission de porter l'existence juridique d'Emmaüs dans le territoire. D'accord. Ensuite, il a fallu trouver des locaux. Donc, pour faire notre boulot, c'est-à-dire le boulot, c'est celui de chiffonnier, de ferrailleur. Donc, récupérer les objets que les gens veulent nous donner pour leur donner une deuxième vie. Et puis après, il a fallu créer le premier noyau de compagnons d'Emmaüs. Voilà, donc ces compagnons d'Emmaüs, c'était les premiers qui acceptent dans ce territoire d'aller sillonner les villages, les rues, les chemins pour aller récupérer le matériel que les gens voulaient nous donner. Puisque finalement, Emmaüs, c'est ça. Emmaüs, c'est une forme d'alchimie. On récupère des objets gaspillés par la société. On récupère des gens exclus par la société, puis on mélange tout ça, et grâce à une alchimie un petit peu mystérieuse, on arrive à créer une troisième valeur, une valeur solidarité, une valeur interpellation, qui permet de créer un monde un peu plus juste. Et puis on a accueilli aussi un camp international Emmaüs qu'on a créé donc en juin 2000, donc des jeunes du monde entier qui ont accepté de venir aider Emmaüs pendant 2 mois pour aller sillonner les villages, ramasser porte à porte tout ce matériel. Il y a combien de structures en Ariège, Emmaüs? Il y a donc Emmaüs Pamiers, qui est le siège social historique. Ensuite, en 2007, on a créé Emmaüs à La Vlanée. En 2016, on a créé Emmaüs à Saint-Jérôme. Entre-temps, en 2008, on a créé une autre association qui s'appelle SOS Famille Emmaüs, qui aide les ménages en situation de surendettement à faire face à leurs factures. Et puis on a créé Vertex en 2010, qui est une structure d'insertion qui permet de recycler du textile collecté dans toute la région et de donner du travail à des personnes en difficulté du bassin de La Vlanée. Aujourd'hui, il y a combien de compagnons et de bénévoles? On est d'accord que compagnons et bénévoles, c'est différent chez vous? Tout à fait. Quelle est la différence entre un compagnon et un bénévole? Qu'est-ce qu'un compagnon et qu'est-ce qu'un bénévole? Les compagnons, ce sont les personnes qui ont été accueillies par l'abbé,
qui ont eu telle ou telle difficulté dans leur vie. Donc il y a ceux qui ont été placés dans les foyers de l'enfance. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la difficulté, de la souffrance de ces jeunes qui sont jetés un petit peu dans ces foyers. Donc l'un des premiers compagnons d'Emmaüs en Ariège avait été effectivement abandonné et il en gardait une profonde blessure. Donc il y a ces gens-là, il y a ceux qui ont connu la prison, ceux qui ont eu des problèmes d'addiction, ceux qui ont dû quitter leur pays, qui représentent aujourd'hui vraiment la majorité des compagnons d'Emmaüs. Des migrants. Les migrants. Qui ont traversé la Méditerranée. Voilà, oui, des migrants d'Europe de l'Est, des migrants d'Afrique du Nord, d'Asie, donc qui arrivent chez nous, avec ou sans papier. Il y a les deux. Et après, il y a aussi des jeunes qui sont en rupture familiale. Et puis certaines autres qui décident de rester à Emmaüs parce que le modèle métro boulot dodo ne leur correspond pas. Voilà, ils n'ont pas de famille, ils ne veulent pas travailler pour un patron, donc ils décident de vivre à Emmaüs parce que ça leur apporte un climat familial, un sens à leur vie. Et certains terminent leur jour dans les communautés Emmaüs. D'accord, donc ça, ce sont les compagnons. Ça, c'est les compagnons. Et les bénévoles? Alors les bénévoles, ce sont ceux dont je vous ai parlé au début. Ce sont ces gens qui ont un boulot, qui ont une situation, qui ont une vie, mais qui acceptent d'aider Emmaüs en apportant leurs compétences. Voilà, quand ils ont du temps libre, sur leur c'est ça, tout à fait. Donc il y en a certains qui aident pour trier les objets, trier les vêtements, qui ont des compétences en termes de jardinage, en termes de gestion, en termes de santé, et qui accordent ces compétences-là pour faire vivre la communauté. Il y a combien de compagnons en Ariège? Il y en a 36 sur les 3 sites. 36 compagnons. Voilà, 22 à Pamiers, 6 à Lavelanet et 6 à Saint-Giron. D'accord. Donc la particularité des compagnons, c'est qu'ils crèchent, ils dorment, ils travaillent, ils vivent vraiment dans la communauté Emmaüs, quoi. Oui, donc il y a un statut des compagnons qui a été coulé dans le marbre en 2008 à travers une loi, la loi qui a créé les organismes d'accueil communautaire et d'activité solidaire, les OACAS, dont les compagnons sont nourris, logés. On cotise pour eux à l'URSSAF, ils ont une allocation de 450 € par mois, un budget loisir, des vacances, un accompagnement social, et ça c'est leur droit, et leur devoir c'est de participer au travail, aux activités dans la communauté. Donc la plupart des activités chez nous c'est la récupération des objets d'occasion, valorisation, tri, réparation et vente. Ensuite il y a les activités liées à la vie de la communauté, donc il y a le cuisinier, il y a ceux qui font le ménage. Et après en Ariège on a une spécificité où on s'est lancé aussi dans le maraîchage depuis 5 ou 6 ans, où on a donc un salarié et 3 compagnons jardiniers. Donc les produits on peut les retrouver où, on peut les acheter? On a créé une ferme solidaire. Alors, le premier objectif des légumes, c'est d'atterrir dans l'assiette des compagnons. Voilà. Donc on voulait vraiment produire nos propres légumes. Et ensuite, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a que nous qui mangerions des légumes de bonne qualité? Et en 2023, avec l'aide de plusieurs organismes, d'Emmaüs France, le département, la CAF, l'État, et puis la Caisse d'épargne aussi, qui a fait plusieurs fondations, on a créé une ferme solidaire dont l'objectif est de produire des légumes pour les restaurants du cœur. Donc on a créé une convention pour fournir 5 tonnes de légumes par an au restaurant du cœur, de façon à ce qu'eux aussi, impactés par la difficulté aujourd'hui de trouver des légumes dans les grandes surfaces, puissent proposer à leurs bénéficiaires des légumes qui n'avaient pas fait des centaines de kilomètres. Du local, quoi. Voilà, qui n'avaient pas passé non plus des semaines sur l'étal des distributeurs, mais qui sont produits en local, tout près de chez eux. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit donc, que les compagnons, tu avais aussi des sans-papiers, donc des migrants, peuvent quand même bénéficier de tout ça, c'est-à-dire de tous ces droits, de l'URSSAF, Oui, alors c'est un modèle qui a été autorisé par l'État, puisque donc les statuts les communautés ont un statut, et aussi il y a quelques années donc une loi a permis aux compagnons qui passent 3 ans en communauté avec un casier judiciaire vierge et avec une promesse d'embauche, de pouvoir être régularisés de façon exceptionnelle par les préfets. Voilà. Donc en fait, ils font leurs preuves pendant 3 ans en travaillant au sein d'Emmaüs et en fait leurs preuves, donc ils peuvent avoir donc, les papiers, quoi. Tout à fait, donc ils montrent leur capacité d'intégration, leur capacité à apprendre de la France. On a une prof de français qui intervient tous les lundis, respecter la loi, fournir un effort et montrer qu'ils seront capables d'apporter quelque chose à la société. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on montre dans nos communautés que des gens avec une histoire différente, avec une religion différente, avec une langue différente, arrivent quand même à s'entendre, même si, comme dans toute famille, c'est pas tous les jours très simple. Voilà. Bien sûr. Mais c'est aussi notre richesse et leur fierté de pouvoir
participer en local à la solidarité, montrer que des gens de tous les pays, africains, arméniens, maghrébins, peuvent aussi ici aider des Français en difficulté. Mais comment on devient compagnon? Parce que tu as dit qu'il y a 36 compagnons en Ariège. 36, c'est pas beaucoup. Il y a quoi? Il y a une liste d'attente? Il y a une liste d'attente et il y a surtout beaucoup de gens auxquels on n'arrive pas à répondre de façon positive. Tous les jours, on reçoit 5 ou 6 appels de toute la France de gens qui voudraient intégrer nos communautés. On leur dit, désolé, il n'y a pas de place. Après, il y en a qui sont déjà ici, puisque depuis plusieurs années, on gère, en lien avec l'État, des places d'accueil hivernal d'urgence du 1er novembre au 31 mars, où on accueille 8 personnes qui nous sont envoyées par le 115. Donc ces personnes dorment chez nous. Et puis la journée, ils ont le choix, soit ils peuvent passer leur journée dehors ou à l'accueil de jour ou dans d'autres associations, soit alors ils peuvent donner un coup de main bénévolement à la communauté. Mais qu'est-ce qui régit le nombre en fait de compagnons? C'est le nombre de logements? Oui, c'est le nombre de places dans nos communautés. Voilà, donc à Paris, on a 22 places. Pourquoi il n'y aurait pas plus de places? Eh bien, il faut pouvoir faire vivre la communauté. Alors, aujourd'hui, le modèle Emmaüs, c'est un modèle où on s'autosuffit économiquement. Oui. C'est-à-dire que dans un département, pour faire vivre 36 compagnons, mais il faut pouvoir vivre et générer suffisamment de recettes pour pouvoir payer toutes les charges inhérentes à la communauté. Donc, c'est les charges sociales, les allocations des compagnons, les remboursements d'emprunts, les assurances, l'alimentation, etc., etc. Et ça a un coût. Et si on voulait accueillir 60 compagnons, on se mettrait rapidement en difficulté parce qu'on ne peut pas, en Ariège, faire vivre plus que ces 36 compagnons. Donc, ce qui permet de faire vivre donc, la communauté, ce sont donc le travail des compagnons et des bénévoles, on est d'accord, mais est-ce que vous avez d'autres ressources? Les seules ressources, aujourd'hui, on va dire à 90% dans notre budget, c'est vraiment la collecte de matériel. Vous pouvez venir faire du porte-à-porte pour venir chercher les objets? Alors peut-être pas du porte-à-porte, mais par contre les gens qui ont des appareils encombrants peuvent nous téléphoner et on vient chez eux. Exactement, je suis mal exprimé, c'est ça en fait. On peut vous téléphoner pour des objets encombrants, que ce soit du mobilier, des produits électroménagers ou autres, et vous venez directement les chercher chez eux. Oui, on a 4 camions qui sillonnent le département, et donc les gens nous appellent et on vient chez eux, il faut qu'ils nous donnent la liste de leur matériel et on se déplace pour des objets encombrants. Même il y a certaines personnes âgées qui ne sont pas en capacité de nous donner leurs vêtements, donc on vient parfois à domicile chercher 3 sacs de vêtements chez la grand-mère. D'accord, mais ça c'est gratuit? Ça c'est gratuit. Et eux-mêmes, ce sont des dons, on est d'accord? Oui, tout à fait. Vous ne rachetez pas? On ne rachète pas, mais on accepte du matériel qui soit quand même réutilisable, il ne faut pas que les gens nous donnent leur poubelle. L'avantage c'est que vous allez directement le chercher à domicile, donc ça c'est un avantage, pas besoin de se déplacer, pas besoin de louer un camion. Oui, quand il y a des décès ou que les gens déménagent, et donc effectivement ils nous téléphonent et puis on vient récupérer ces objets-là. Voilà. Alors donc les ressources, donc c'est ça, c'est la vente de tous ces produits. Alors parfois on a des clients qui nous disent, bon, juste titre parce qu'ils ne le savent pas, pourquoi est-ce que vous vendez les produits avec des prix aussi chers alors qu'on vous les donne? La différence peut-être entre nous et un vide-grenier, c'est que derrière, on a quand même des charges importantes. Comme je vous l'ai dit, donc on a les charges sociales pour les compagnons qui sont déclarées, leur allocation à sortir, les remboursements d'emprunts, parce que tous les bâtiments, on les a achetés avec des emprunts à rembourser. Bien sûr. Il faut payer les assurances, les organismes de contrôle pour la sécurité, l'alimentation des compagnons. On ne récupère pas les invendus, la nourriture, on l'achète chaque semaine. Donc c'est quand même par an plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'il faut sortir. L'entretien des locaux, etc. Les salaires aussi, puisque dans le 3e trépied à Emmaüs, donc il y a les compagnons, il y a les bénévoles, mais il y a aussi les salariés. Voilà. Les salariés, ce sont ceux qui dans le temps, en tant que permanents, permettent aussi de consolider les différentes actions. Donc on est 8 salariés aujourd'hui. Tous les salariés ont été compagnons? Alors, ce n'est pas une obligation, mais dans ce département, c'est une tradition. D'accord. On va dire que sur les 8 salariés que nous sommes aujourd'hui, la seule qui ne soit pas une ancienne compagne, c'est la secrétaire. C'est vraiment des profils de personnes qui ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance et dont on avait besoin. Est-ce qu'il y a des compagnons qui, après leur passage donc chez Emmaüs, ont rebondi et ont quitté donc Emmaüs et ont intégré la société actuelle et maintenant sont indépendants, quoi, disons? Pour pouvoir répondre à ta question,
on va revenir un petit peu à la base. Alors, Emmaüs n'est pas une structure de réinsertion comme un certain nombre, qui ont chacune leur importance, comme par exemple Vertex, etc. C'est pas les communautés Emmaüs ne sont pas les structures d'insertion. On accueille les compagnons. Premier but de l'abbé Pierre, notamment par l'accueil de Georges, ce n'est pas de redonner un boulot aux compagnons tout de suite, ni même lui donner un véhicule, un hébergement, etc. C'est de lui redonner espoir. Pourquoi est-ce que Emmaüs s'appelle Emmaüs, hein? Pourquoi est-ce que l'abbé Pierre a choisi ce nom-là? Emmaüs, c'est le lieu où, après la mort du Christ, des disciples du Christ fuyaient Jérusalem parce qu'ils avaient peur. Hein. Le Christ avait été crucifié, ils étaient en danger, même pouvaient être poursuivis. Donc ils avaient quitté Jérusalem, très désespérés. Sur le chemin, leur apparaît un inconnu, hein, qui leur dit « Oh, mais les gars, vous avez l'air bien triste, qu'est-ce qui vous arrive ?» Et alors les deux disciples disent « Mais alors, t'es pas au courant, Jésus, qui devait être le Messie, qui devait être notre libérateur, a été assassiné. » Et voilà, c'est pour ça qu'on part et qu'on est tous désespérés. Et puis chemin faisant, le soir avance, la journée se termine, et ils arrivent près d'une bourgade qui s'appelait Emmaüs. D'accord. Les deux disciples demandent à l'inconnu de rester avec eux. Voilà. Le soir est là, les chemins ne sont pas très sûrs, est-ce que tu veux pas passer la soirée avec nous à l'auberge d'Emmaüs? Bon, ils rentrent dans l'auberge, et puis ils commandent à manger, voilà, l'aubergiste leur ramène du pain, ouais. Et puis l'inconnu partage le pain. Et à ce moment-là, les disciples ont leurs yeux qui s'ouvrent et reconnaissent qu'à cette façon de partager le pain, il n'y avait qu'un qui le faisait comme ça, c'était Jésus. Et donc ils reconnaissent que cet inconnu, c'était Jésus lui-même. Et à ce moment-là, paf, l'inconnu disparaît. D'accord. Mais par contre, qu'est-ce que c'est qui a changé? C'est que les deux disciples ils ne sont plus désespérés. Ils ne continuent pas leur chemin en quittant Jérusalem, mais ils reviennent vers Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle à tous leurs collègues. Donner de l'espoir à tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le symbole d'Emmaüs, quoi. Emmaüs, c'est le sens de l'espérance retrouvée. Et c'est pour ça que l'abbé Pierre a choisi ce nom, parce que tous les gens qui franchissaient la porte d'Emmaüs, qui arrivaient à lui, c'était les gens qui avaient perdu un être cher, perdu leur pays, qui n'avaient pas de situation, qui vivaient à 3 générations dans un même cagibi. Et donc lui, leur but, c'était de leur redonner de l'espoir. Voilà. Et aujourd'hui, donc, quand un compagnon arrive chez lui, finalement, on ne commence pas par lui dire voilà, on va te trouver du boulot, etc. On commence à lui dire écoute, voilà, prends un café, hein, pose-toi, passe une nuit avec nous, et demain, si tu le veux, hein, tu pourras rester avec nous pour devenir compagnon. Bon, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de place. On essaiera de téléphoner à d'autres groupes Emmaüs pour lui trouver une place. On lui payera le billet de train pour aller ailleurs. Ou on le gardera encore quelques jours, le temps de lui trouver une solution. Est-ce que ça, c'est la plus grosse difficulté que vous rencontrez à Emmaüs? Oui, aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est qu'on est vraiment dans une situation où le monde entier vient frapper à notre porte. Le monde entier. Même en Ariège, alors... qui est vraiment un département reculé, qui n'est pas sur le... Non, il ne faut pas dire ça. Qui n'est pas un carrefour passant. Qui n'est pas un carrefour passant. C'est un lieu où on est bien parce qu'il y a une bonne qualité de vie, mais on n'imaginerait pas qu'on ait des milliers et des milliers de personnes qui voudraient Il y a beaucoup de demandes dans la région? Ah ben oui. Beaucoup. Mais dans toutes les communautés Emmaüs sont blindées, ont des listes d'attente terribles, et reçoivent chaque jour des appels... Est-ce qu'il y aurait une solution à ça? Enfin, il n'y a pas vraiment de solution, c'est que le monde est malade. Le monde est malade, les pays d'Afrique, même des pays d'Europe de l'Est, n'ont pas d'autre solution que de partir de chez eux pour essayer de trouver quelque chose de mieux, quitte à courir des risques terribles. Mais si les gens acceptent de partir, de quitter leur famille, d'affronter le désert blanc qui est le désert de sable, et ensuite le désert bleu qui est la mer pour arriver jusque chez nous, c'est pas de gaieté de cœur. Ils savent très bien qu'ils ont des dangers terribles, ils seront rackettés, ils seront tapés, ils seront battus, ils seront violés, etc. Mais ils n'ont pas le choix, parce que tout leur espoir, l'espoir de leur famille repose sur eux. Et ils le font pourquoi? Parce qu'ils sont désespérés. Parce qu'il n'y a pas le choix. Et comment est-ce qu'on fait aussi les habitants du Couserans pour revenir à l'Ariège au 19e siècle alors qu'ils n'avaient plus rien pour vivre? Certains sont partis, sont partis aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie pour chercher autre chose, pour pouvoir faire vivre leur famille. Et on ne leur reprochait pas, ils étaient accueillis à bras ouverts. Hein. Et comment faire pour accueillir toutes ces personnes-là dignement en France? Il y a une chose simple, c'est le partage. Quand on voit l'émission J'irai dormir chez vous, ou même ne serait-ce que Pékin Express, on voit la capacité et le naturel dont font preuve
ces gens-là dans ces pays, avec souvent beaucoup plus de pauvreté, pour accueillir des voyageurs. Est-ce que nous, en France, on ferait ça? C'est pas sûr du tout. On a notre tranquillité, notre sécurité. Je ne sais pas s'ils auraient autant de succès à accueillir des gars avec des sacs à dos qui sentent mauvais le soir pour leur faire une place dans leur maison. Non, je pense qu'on a perdu ce sens du partage, alors que finalement on a quand même la chance d'avoir beaucoup. Et c'est ce qui nous manque. On a quand même des pays en Europe, même si si on est impacté par les difficultés de développement, du chômage, etc., on a quand même de quoi se nourrir, mais on fait énormément de gaspillage. On le voit bien à travers tout ce qu'on retrouve dans les poubelles, tout ce qui se jette dans nos magasins, alors qu'il y aurait de quoi faire vivre le monde entier avec nos poubelles. Voilà. Aujourd'hui, toi, d'où te vient cet altruisme ? C'est le sentiment d'avoir beaucoup reçu. Le sentiment d'avoir beaucoup reçu qui m'oblige, finalement, à partager. Alors, si je voulais être quitte par rapport à ce que j'ai reçu, il fallait que j'en fasse encore beaucoup plus. T'en es jamais satisfait ? En fait, j'ai un privilège. Je suis payé pour faire un boulot qui est super, qui est merveilleux. Donc, j'ai aucun mérite, finalement. Le gars qui travaille à l'usine pour faire vivre sa famille, qui dans des conditions beaucoup plus difficiles, il a beaucoup plus de mérite que moi. Moi, j'ai un boulot qui me donne du sens, où je ne m'épuise pas physiquement, même si aujourd'hui j'ai un peu cassé mon dos à porter des meubles, mais c'est un boulot qui me donne du sens et qui me permet quand même d'aider des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voudraient pouvoir faire ça, mais qui ne peuvent pas. Pourquoi tu dis alors que tu n'as pas de mérite ? Au contraire, tu as quand même un boulot qui a énormément de sens, tu aides des gens. Il y a quand même du mérite en ça. Mais c'est du mérite, mais je suis payé pour le faire finalement. Alors que, donc finalement, c'est pas compliqué de faire ce boulot-là pendant toute la semaine pour aider des gens. Tout le monde ne serait pas capable de le faire, je pense. Je sais pas, c'est vrai que ça demande peut-être une éducation et puis d'être privilégié, d'avoir pu rencontrer des gens qui m'ont enseigné à faire ça. Mais après, en fin de compte, c'est tellement enrichissant de rencontrer tous ces gens qui viennent de tous ces pays avec leur savoir-faire, leur richesse. C'est merveilleux, même si, on ne va pas se leurrer, il y a des moments où c'est peut-être pas toujours simple, on en a marre, on a envie d'envoyer balader les gens parce qu'ils nous font suer. Mais la plupart du temps, c'est quand même des moments qui sont, pour prendre des expressions d'aujourd'hui, qui sont kiffants. Ouais. Avec le positif, le négatif, disons, ou le bien et le moins bien. T'as déjà eu envie de tout arrêter, de tout plaquer ? Non, jamais. Il y a eu des périodes, effectivement, où je me suis retrouvé dans l'incompréhension parce que certains membres de nos conseils d'administration où certains bénévoles n'avaient pas les mêmes visions que moi sur le développement de la communauté. Et effectivement, ça a été parfois difficile à vivre, ce sentiment d'incompréhension. Mais sinon, le fait de travailler dans cette ambiance avec les compagnons, avec mes collègues, etc., c'est toujours quelque chose qui est tellement riche que même quand il est moins difficile, on a toujours envie de continuer. Et qu'on n'est jamais seul, on se soutient les uns les autres. On arrive à la fin de cette interview. J'aurais une petite question à te poser. Si tu pouvais écrire une grande phrase sur un mur à la vue de tous, ça serait quoi ? Alors, une grande phrase. Ou une petite phrase. Ne pas avoir peur de s'engager, ne pas avoir peur d'accueillir, ne pas avoir peur d'avancer au large, ne pas avoir peur de prendre des risques. Ce serait ça ? Ouais. Et pour toi, c'est quoi une vie réussie ? Une vie réussie, c'est une vie où on n'est pas heureux tout seul. Et c'est vraiment la phrase de l'abbé Pierre, enfin la question de l'abbé Pierre, c'est « et les autres » avec un point d'interrogation derrière, « et les autres ». Ne pas être heureux tout seul, parce que sinon on perd une partie de sa joie. Pour toi, le bonheur, ça se partage ? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose ? Ou un sujet peut-être qu'on n'a pas évoqué Non, mais j'engage vraiment les gens à venir à notre rencontre, à être curieux de nous, à venir essayer de poser des questions, de voir comment on fonctionne, de passer derrière les coulisses pour essayer de savoir qui on est, pourquoi on fait ça. Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec notre façon de fonctionner, vous pensez qu'on est peut-être trop cher, vous pensez que vous vous interrogez devant le fait qu'il y ait peut-être beaucoup de compagnons africains ou d'Europe de l'Est aujourd'hui, mais voilà, venez savoir pourquoi est-ce qu'ils sont là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on les accueille.
pourquoi on a fait ces choix, et peut-être que du coup, vous aurez des réponses. Inciter les gens à venir découvrir Emmaüs, Ouais. venir voir ce qui s'y passe. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Vous avez peut-être des réseaux, un site internet? Alors on a un site internet, donc Ouais. emmaüs-ariège.fr. D'accord. On a une page Facebook, c'est alors Emmaüs Ariège Communauté de Pamiers. Mhm. On a la chance d'avoir des bénévoles, peut-être que j'en ai pas assez parlé, mais des bénévoles qui ont décidé justement de rentrer dans les coulisses pour nous aider. Pour tes soutiens. Voilà, c'est ça. Donc, Vous en avez assez des bénévoles? non, il n'y en a pas assez. Non, il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. C'est ça. ouais. Bon, c'est un appel qu'on peut faire. Tout à fait, Éventuellement, s'il y a des gens qui veulent venir vous rejoindre, ça n'engage à rien, bénévole. Ouais, alors non du tout. Alors vraiment, le bénévole chez nous, c'est quelqu'un de très libre. Il n'y a pas de minimum horaire pour être bénévole. Il y en a qui viennent que quelques heures par semaine ou que pour les grandes ventes. Il y a Emmanuel qui est professeur au lycée agricole de l'Ariège qui a accepté de former nos compagnons au maraîchage. Et du coup, grâce à qui on a pu se lancer à fond dans ces projets-là. D'accord. Parce que vous avez besoin de tout le monde, en fait, tout profil, Oui, ça. Tout profil. Alors on a la chance d'être suivi aussi par beaucoup de clients. Et d'ailleurs, l'an dernier, on a fait une fête pour les clients et les donateurs parce que sans eux, on ne serait pas là. Merci, Fabien, pour Merci ce moment. à toi, Léo. Ce fut très agréable. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que tout le monde n'est pas au courant de ce qui est réellement Emmaüs, d'où ça part et de comment c'est structuré, qui sont les compagnons. Donc, je pense que ça peut être intéressant donc, de pouvoir informer la population à ce niveau-là. Oui, puis on organise des événements chaque année pour montrer un petit peu les coulisses. Donc, c'est quand le prochain événement là? Alors là, le prochain événement, on va avoir le festival du livre qu'on fait à la Tour du Crieux pour montrer le côté un petit peu culture d'Emmaüs, le 24 et 25 mai. Oui. Ensuite, on va avoir notre défilé de mode, le deuxième, donc là pour montrer le côté un petit peu mode, donc ça sera le 14 juin. Oui. Et puis donc on a un troc au plan aussi où on va vendre nos plans. Donc ça c'est le 2 et 3 mai. Là c'est pour montrer le travail des jardiniers. Et puis la grande vente, la prochaine grande vente, 5, 6, 7 juillet, où là on déballe vraiment tous les plus beaux articles qu'on a mis côté pendant plusieurs mois. Voilà. D'accord. Voilà. Avant que l'on se quitte, j'ai un petit cadeau pour toi. Je te laisse l'ouvrir. Alors c'est un cadeau qu'on offre à toutes nos personnalités. Donc c'est un porte-clés. C'est un porte-clés connecté. C'est-à-dire qu'avec il y a une puce NFC dedans, et dessus tu peux y mettre tes fiches contacts, des dossiers, tout ça. Mais en fait, à un simple clic, regarde, je te montre. Hop, alors je déverrouille mon téléphone. Tu peux poser donc juste le porte-clés dessus, pose-le dessus, voilà. Ça ouvre une page internet, et donc tu as ta page, ta fiche contact, l'actualité en Ariège, Pamiers, Lavelanet, Saint-Giron, on l'a déjà pré-rempli. Ouh, mais dis donc. Et donc tu peux la pré-remplir très simplement suivant les instructions qui sont là. Ah ouais. Et comme ça, voilà, tu peux directement biper, donner des informations aux personnes que tu souhaites. Ah mais ça c'est super. Voilà, c'est Elodie Vert qui fait ça, donc sur Saverdun. Merci encore. Merci Léo. Et merci à vous du coup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas donc à mettre un petit commentaire, à liker et à poser des questions en commentaire. Petit commentaire, voilà, autant poser des questions et on pourra y répondre. Voilà, mais vraiment n'hésitez pas à venir nous rencontrer, poser toutes vos questions, vous proposer aussi des idées. On est preneurs à toutes les idées. Là bientôt on va créer un coin café détente au sein du bric-à-brac. Alors ce coin café détente, il aura pour but aussi de permettre aux gens de se poser et puis de rencontrer aussi nos compagnons. Ça pourrait être aussi des moments où les gens peuvent faire des conférences certains jours aussi pour mettre en avant leurs actions. C'est vraiment un lieu de rencontre interactif. Voilà. Et je te dis à bientôt. Merci Léo, à bientôt et bravo pour ce que tu fais. Merci.